Il est 21h04 à Kong, à Agboville et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Les sportifs ont l'habitude de dire qu'en équipe nationale, on ne vient pas pour apprendre à jouer, mais pour confirmer la confiance portée en vous. Donc, en équipe nationale, on ne sélectionne que les joueurs en forme du moment. Est-ce le cas en Côte d'Ivoire? Quelle concurrence chez les éléphants de Côte d'Ivoire? C'est le thème du numéro 13, le numéro 17 de troisième mi-temps que nous avons beaucoup de plaisir à présenter avec messieurs Tchétché Aimé, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous, Magoula Diop. C'est un plaisir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également. Bonsoir. On n'a pas souffert à la pluie, hein? Ben, nous sommes là, nous avons pu passer entre les gouttes pour être là au rendez-vous. Kadek Guilavogui, bonsoir. Bonsoir Sébastien Ogné. Et la pluie? Ben, écoutez, on espérait vivre un grand Africa Stade lundi et mardi. Malheureusement, la pluie a décidé autrement. Mais on espère que ça va finir par s'arrêter. Monsieur Seïda Kouri, bonsoir. Bonsoir Sébastien Ogné. Vous êtes dans un endroit où vous avez évité beaucoup de choses. Ben, écoutez, la pluie a fait encore des dégâts. Chaque année, avec son corollaire de dégâts, c'est malheureux, mais vraiment, nous avons une pensée pour les victimes. Voilà, messieurs, nous allons donc aller tout de suite avec la première préoccupation. La concurrence au sein des éléphants, avantages ou inconvénients. Monsieur Magoula Diop. Oui, Sébastien. Écoutez, la concurrence, c'est toujours une bonne chose, quel que soit le secteur. Vous savez, les monopoles ne sont pas vraiment à saluer parce que les monopoles font que très souvent, on a tendance à dormir sur ses lauriers. Et donc, quand on fait jouer la concurrence dans un secteur, c'est toujours quelque chose à saluer. Et le football n'échappe pas à cette règle, notamment en équipe nationale qui est censée regrouper les meilleurs joueurs du pays. Et donc, dès cet instant, l'équipe nationale doit être ouverte à tout le monde. Et il faut établir des critères bien précis de sélection. Et les critères de sélection, il appartient aux sélectionneurs d'être transparents sur ces critères de sélection-là et de les respecter. C'est ça le problème. Très souvent, ils ont des critères, mais ils ne les respectent pas. Ou bien ils n'ont pas de critères dessus, ou bien ils ne communiquent pas sur les critères de sélection. Vous avez parlé tout à l'heure de la forme du moment, mais est-ce le seul critère? Parce qu'il y a des fois des joueurs qui sont très en forme et qu'on ne voit pas en sélection. On prend le cas de Seko Fofana, qui a été le meilleur joueur africain de la saison. Ça fait maintenant 2 saisons qu'il brille en France, mais il est absent de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, mais qu'est-ce qui explique cela? Ce qui veut dire que ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres choses dont il faut tenir compte, Sébastien. Monsieur Tchétché Aimé, avantage ou inconvénient, la concurrence au sein des éléphants? Forcément, c'est un avantage parce que ça permet l'émulation au sein de l'équipe. Quand un joueur n'a pas de concurrent, il dort sur ses lauriers. Moi, je l'ai vu quand j'étais en équipe nationale il y a quelques années et ce n'est pas intéressant. La concurrence, je l'ai vécu en club, je l'ai vécu en équipe nationale. Et c'est à partir du moment où tu te sens bon, que les entraîneurs et tout le monde voient que tu es bon, toi-même, vous-même, vous êtes fiers du travail que vous abattez chaque jour. Pendant que les autres dorment, quand vous vous levez à 6 h du matin pour faire votre footing, avant la séance obligatoire de l'équipe, mais c'est parce qu'il y a la concurrence. Et c'est parce que tu veux être le meilleur que tu te donnes tout ça. Mais surtout, j'insiste dessus parce que certainement on va y arriver, il faut que les postes, pour qu'il y ait concurrence, il faut que les postes soient doublés ou même triplés. À ce moment-là, les gens vont laisser leur costume de sénateur dans les vestiaires ou chez eux à la maison en venant. Parce que quand certains joueurs arrivent en équipe nationale et qu'ils savent qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont sur la feuille de match ou même titulaires, ma foi, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils font semblant quelquefois.
parce qu'on en connaît, on en voit. Voilà. Donc la concurrence, c'est une très bonne chose. Il faut même faire en sorte qu'il y ait la concurrence. Quelquefois, il faut secouer le titulaire. Il faut secouer le titulaire pour lui montrer qu'il y a quelqu'un derrière. Je suis entraîneur, j'aligne un joueur 2, 3, 4 matchs. Au moins, il croit qu'il est dans sa maison, eh bien, je le mets de côté pour lui donner la chance à quelqu'un d'autre, de sorte qu'ils sentent qu'ils dansent tous ensemble, mais il y a quelqu'un qui marche sur son pied. Monsieur Kader Guilavogui, vous répondez à la même question, hein, la concurrence au sein des éléphants, avantage ou inconvénient? Mais écoutez, avant de répondre à la question, je vais vous raconter une petite anecdote qui ne va pas durer. Je crois qu'on est en 2009 et la Côte d'Ivoire se déplace au Burkina Faso pour disputer les éliminatoires combinés de la CAN et du Mondial. Et Vaïd Alelozi, qui est entraîneur à l'époque, eh bien, a un seul latéral gauche, qui est Chico. Boka étant blessé, on a un seul latéral à gauche. Donc, voilà. Et puis, aux séances d'entraînement, à la mise en place tactique, eh Vaïd constate que sur le côté de Chico, eh bien, celui qui joue, je crois que c'était Kader qui était à l'époque, eh bien, il passait à chaque fois. Donc il s'est dit, attention, monsieur-là, comme il sait qu'il est seul sur le côté gauche, il est sûr de pouvoir jouer, il va lui faire un coup. Et le jour du match, c'est Guy Demel, qui est latéral droit de métier, qui est aligné à gauche. Eh bien, il avait souffert face à Pitroipa, mais il avait tenu son poste. La Côte d'Ivoire avait gagné 3-2. Pour vous dire que, comme ils l'ont dit, vous pouvez être titulaire à un poste, mais dès lors qu'il y a une concurrence derrière, dès lors que ça vous monte à la tête, forcément, eh bien, vous en subissez les conséquences. Après, c'est bon d'avoir, non pas un choix pour un sélectionneur, mais plusieurs choix, parce que ça lui permet de varier. Mais après, c'est de bien gérer cette concurrence-là. C'est de bien faire passer un message, parce que si vous n'arrivez pas à bien gérer la concurrence, comme il a dit, si les joueurs ont un niveau similaire, ils sont performants dans les clubs les plus au monde, ils arrivent en sélection, mais ils n'arrivent pas, l'entraîneur n'arrive pas à faire cohabiter ces joueurs-là ensemble, c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent parce que tous les joueurs veulent jouer. Et quand ils sont barrés, forcément, ça commence à grincer les dents, ça commence à rouspéter, ça commence à avoir des problèmes. Donc, c'est la capacité de l'entraîneur maintenant à bien gérer cette concurrence-là de sorte à satisfaire tout le monde. Monsieur Seydou Akouri, votre réponse à cette même question? Moi, je dirais simplement qu'une sélection doit être dynamique. Elle doit être performante, elle doit rechercher l'excellence. Et la concurrence est l'élément qui amène à l'excellence, à la qualité. Et donc, je pense que logiquement, toute sélection nationale doit être dynamique, doit être en permanence en mouvement. Et donc, quand vous avez une sélection nationale, vous mettez les joueurs en concurrence. L'émulation, ça permet à chacun de pouvoir hausser son niveau de jeu et d'être performant. Donc, la concurrence est de notoriété. C'est évident dans une sélection d'avoir la concurrence. Ça permet d'avoir les meilleurs joueurs du pays. Maintenant, cette excellence, la concurrence, se situe au niveau du temps de jeu qu'on attribue aux joueurs. On est en concurrence, mais il faut aussi qu'on soit en compétition en club. Voilà. Ça veut dire que la compétition en club, la titularisation, c'est-à-dire être titulaire en club, t'amène à être performant. Et si l'autre joueur n'est pas titulaire en club et que en sélection, il y a une chasse gardée, on ne tient pas compte de son temps de jeu et qu'on le met en sélection, c'est là que ça pose problème. Je pense que sur une saison sportive, on regarde sur la saison le temps mis par le joueur en club, dans les compétitions domestiques, en championnat, en coupe ou en compétition européenne ou autre. Mais je veux dire, la concurrence est la qualité première qu'il faut pour recruter les joueurs en forme du moment pour les mettre en sélection. C'est la condition sine qua non. Sous nos tropiques, il y a souvent du bricolage. Mais quand vous regardez en Europe, quand vous voyez Didier Deschamps, par exemple, avec l'équipe de France, vous vous appelez Paul Pogba, vous jouez à Manchester United, mais quand à Manchester, vous n'avez plus le temps de jeu, il fait monter un jeune qui s'appelle Adrien Tchouameni, qui fait une saison mémorable à Monaco, Aurélien Tchouameni, il fait une saison mémorable à Monaco, par la suite, il est recruté par le Real Madrid pour 100 millions d'euros. Pourquoi? Parce que Paul Pogba, qui joue au même poste, n'étant pas titulaire à Manchester, on fait monter la forme du moment. Un jeune qui polarise l'attention à Monaco, qui réalise une belle saison, 22 ans, le Real Madrid met 100 millions d'euros pour le recruter parce qu'il est au milieu d'une super saison. Ça veut dire quoi? On met la concurrence malgré les noms. Alors que ce Pogba a gagné la Coupe du Monde avec la France en 2018. C'est le cas d'Olivier Giroud. Il n'est pas titulaire au Milan.
on le met sous le banc. On prend d'autres joueurs parce qu'on estime que même si vous jouez dans un club ronflant, mais si vous n'avez pas de temps de jeu, on fait jouer la concurrence, on fait jouer les joueurs qui ont la forme du moment, qui peuvent apporter la valeur ajoutée à l'équipe. Donc je veux dire, la concurrence est une condition sine qua non d'une sélection. Ça crée l'émulation, c'est vrai, mais ça amène à l'excellence, ça amène à la performance. Et pour moi, concurrence rime avec performance. Alors Magloire Diop, est-ce que la concurrence peut amener les joueurs à se remettre en cause? Est-ce que quelquefois tu te dis que moi-même en tant que joueur, il faut que je travaille? Est-ce qu'il peut se remettre en cause? Je pense que c'est surtout le discours du sélectionneur et les choix qu'il fait qui peuvent emmener les joueurs à se remettre en cause. Sinon, les joueurs eux-mêmes savent qu'il y a de la concurrence, qu'il y a d'autres personnes qui potentiellement peuvent jouer au même poste qu'eux. Maintenant, quelle est l'attitude du sélectionneur à leur égard? S'il se trouve que le sélectionneur leur accorde des passes droits ou leur fait aveuglément confiance, ben, ils auront tendance à dormir sur les lauriers. Et ils se diront que, bon, ils ne sont pas du tout inquiétés. Donc, c'est ça qui est le... Donc, je pense que la notion de concurrence repose essentiellement sur l'appréciation que le sélectionneur fait de la construction de son groupe et des objectifs qu'il vise et de la stratégie qu'il met en place. Quand on parle de concurrence, ce n'est vraiment pas les joueurs. Les joueurs, ils sont ici en arrière-plan, c'est eux qu'on choisit. Mais celui qui donne le tempo, celui qui donne tout son sens à la concurrence, c'est le sélectionneur. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que c'est tous les sélectionneurs qui font jouer la concurrence? Ça, il faut vraiment qu'on essaie de voir les choses, parce qu'on a souvent, très souvent, ce qu'on voit chez les éléphants, c'est que les entraîneurs, ils ont des idées arrêtées. Par exemple, Patrice Baumel, quand il est arrivé, il était tout de suite nostalgique de 2015. Donc, son problème, c'était de battre le rappel de ceux qui connaissaient le groupe de 2015. Et c'est à partir d'eux qu'il a voulu construire. Avec Ibrahim Kamara, c'était les jeunes qu'il avait eus à partir de 2012 et avec lesquels il a été champion d'Afrique cadet en 2013. C'est à partir de ces jeunes-là qu'il a voulu construire son groupe. Donc, chaque sélectionneur a sa manière de voir les choses. Maintenant, Jean-Luc Gasset, il vient, il trouve un groupe en place. Pour le moment, il a procédé à une revue d'effectifs, mais je me rends compte quand même qu'il veut jouer sur les acquis de son prédécesseur. Mais on attend de voir. On ne peut pas tout de suite le juger et on attend de voir. Allez-y pour la même question. Hein. Oui, alors tout comme Magloire Diop, je dirais que c'est vrai que l'entraîneur doit imposer la concurrence. Il doit amener la concurrence. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que c'est l'entraîneur qui fait les choix. Tenez, par exemple, quand je prends le match contre le Lesotho, il y avait quel enjeu dans ce match? Aucun. Pour moi, aucun. On dit que tous ces matchs servent d'entraînement, grandeur nature. De préparation. De préparation à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Serge Aurier, il a joué ce match. Pendant 90 minutes, il était offensif. Pas besoin de travail défensif. Parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Alors le jeune Atoula, il fait quoi sur le banc de touche? Est-ce que ce n'était pas l'occasion pour le sélectionneur de mettre Atoula, de le mettre en confiance? Déjà. Parce que si son remplaçant direct, le remplaçant direct de Serge Aurier, c'est Atoula, et que pour ces genres de matchs, il ne peut pas jouer, alors à quel match, à quel moment on va l'utiliser? Voilà, et des exemples comme ça, il y en a à profusion. C'est pour ça que nous disons que l'entraîneur doit emmener la concurrence au sein de son équipe, de sa sélection. C'est Kabla Sampon qui nous disait
à l'époque, il était entraîneur de l'Africa Sport, mais il était d'abord sélectionneur adjoint en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Feu Kabla Sampon, il disait « Oiseau debout, oiseau posé ». C'est-à-dire que quand vous perdez votre place, là, il y a quelqu'un automatiquement pour vous remplacer. Voilà. Et donc, c'est ça. Et il faisait en sorte que vous avez fait un match extraordinaire, vous êtes en train de danser, mais Kablan peut vous remettre à votre place. Et puis le lendemain, vous ne jouez pas. Il met quelqu'un pour vous montrer que, attention, vous rigolez, mais il y a quelqu'un derrière. C'est ça, une équipe nationale. Oui, mais Serge, ce que je voulais ajouter, quand vous voyez une équipe, c'est toujours 22 ou 23 joueurs, ça veut dire, logiquement, à chaque poste, il y a un remplaçant, pratiquement. Je veux dire que quand vous avez de la concurrence, ça vous empêche de dormir. Ça vous amène à vous relever votre niveau de jeu. Et donc, je veux dire, une sélection est mouvante. Elle n'est pas bloquée. Elle est changeante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entraîneur, chaque saison, visionne et voit le temps de jeu, la performance des joueurs à travers leurs différents championnats. La sélection de l'année dernière ne doit pas être automatiquement la même saison que celle de l'année qui suit. Parce que chaque année, il y a des joueurs qui explosent. Chez les Européens, on voit la concurrence, on voit. Chaque année, quand il y a un joueur qui explose et qui est performant sur un certain nombre d'années, on l'appelle en sélection. Et là-bas, porter le maillot national, c'est un honneur. Quand le joueur vient et qu'on le reçoit, même par exemple quand vous prenez l'équipe de France à Clairefontaine, son baptême du feu, mais il est heureux de pouvoir jouer en sélection. Dans le bisoutage qu'on le fait, ça dit que comment on l'habille, il y a quelque chose de particulier. Parce que pour lui, il y a tellement de licenciés français et que pour lui qu'il soit appelé, c'est une merveilleuse performance. Je prends le cas du jeune Jonathan Klaus qui joue à Lens. À 28 ans, il a eu sa première sélection avec la France. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment il était heureux. On sentait même pratiquement les larmes dans ses yeux. Ça veut dire qu'il est honoré. Il est très heureux de pouvoir porter pour une fois le maillot de l'équipe de France. Parce qu'il a réalisé une super saison avec Lens. Et donc, Didier Deschamps a regardé et l'a appelé. Mais déjà, pour lui, c'est une belle saison. Christopher Nkoukou, il était au Paris Saint-Germain. Il est allé du côté de Leipzig. Meilleur joueur étranger de la Bundesliga. Il a marqué des buts, il a été performant. Il n'était pas de l'expédition de France 2018. Mais Didier Deschamps, sur son temps de jeu et sur ce qu'il a réalisé en pleine saison, l'a appelé. Parce que là-bas, on permet de donner du temps de jeu à quelqu'un qui a explosé dans un championnat, qui a des stats impressionnantes et qui peuvent apporter la valeur ajoutée à son équipe. Ça veut dire là-bas, c'est dynamique, c'est en mouvement, on tient compte de la forme du moment, on donne la chance à chaque joueur quand celui-ci peut apporter cela. Ça doit être clair dans toutes les sélections et on doit le faire à tous les postes. Du gardien de but jusqu'au latéral droit, jusqu'au latéral gauche, jusqu'à la sélection, et jusqu'au poste de défenseur central, même en milieu. Parce que nous, on a un complexe vis-à-vis des joueurs qui évoluent dans des clubs. Et même dans ces clubs-là, certains n'ont pas de temps de jeu. La notion de temps de jeu et de performance est très importante pour une sélection. Non, après, peut-être faut peut-être nuancer, hein, parce que voir un joueur en situation et puis le mettre dans une concurrence, je crois que c'est deux choses différentes. Parce que si vous êtes un entraîneur, vous avez une certitude avec un joueur, et pour un match important, vous le mettez titulaire à son poste. Après, vous avez un joueur qui n'a peut-être pas le même niveau, qui est peut-être évolué au même poste, mais qui n'a pas le même niveau. Là, on ne peut pas parler de concurrence parce qu'il y a un numéro 1 et un numéro 2. Là, on est bien d'accord. Mais quand ce sont des joueurs qui sont de valeur égale, qui sont performants tous les deux, là, on peut parler de performance. À un moment donné, il y a le niveau, il y a le championnat auquel vous appartenez qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence. Parce que vous avez l'expérience du haut niveau. Tchétché parlait de Ataoula et Serge Aurier. Moi, je dis que rien ne pressait, comme il le dit, rien ne presse. Mais après, Ataoula aussi a toute la latitude, a tout le temps, Gassé a tout le temps de voir Ataoula, parce qu'il y a des matchs qui vont venir. Il y a le match contre la Zambie, contre les Lesotho, contre les Comores. Donc, il y a encore des situations pour voir Ataoula en jeu. Maintenant, après, tous les entraîneurs qui viennent, quelle que soit la concurrence, ils ont besoin de s'appuyer sur des joueurs. Parce que lui-même, Gassé, il n'a pas de certitude en ce moment. Il n'a aucune certitude. Donc, il est obligé de voir tous ces joueurs à lui. Il avait annoncé des changements. Il en a fait, je crois, contre les Lesotho 4 au total, 5 au total, avec une charnière centrale recomposée. Donc, il est dans la dynamique de voir tous les joueurs à l'œuvre. Et il le dit lui-même. Il veut faire la place aux jeunes. Et il ne s'en cache pas. Il veut faire jouer la concurrence. Il ne s'en cache pas. Je pense que pour Gassé, de toute façon, on aura tout le temps de voir ce qu'il veut véritablement pour cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Après, la concurrence, comme je l'ai dit, eh bien, il est préférable pour un entraîneur d'avoir plusieurs choix
que de ne pas avoir de choix du tout. Ils sont tous unanimes là-dessus. Mieux vaut avoir l'embarras du choix avec des joueurs doublés, triplés à des postes que de ne pas avoir de choix du tout. Donc pour moi, la concurrence, oui, mais j'insiste, il faut savoir gérer cette concurrence-là. Et ça, c'est dans la capacité de l'entraîneur. On est tous d'accord avec ça. Alors, est-ce que pour vous, Magloire Diop, la renommée du club est un critère de choix? Bon, je ne pense pas vraiment que ça soit un critère, hein, la renommée du club, mais ça joue, ça influence quand même les sélectionneurs. Parce qu'un joueur qui joue dans un grand championnat et au sein d'un grand club et dans lequel il est titulaire, d'emblée, ça compte. Et s'il n'est pas titulaire? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il ne soit pas titulaire? Non, mais parce qu'on a connu beaucoup de joueurs aussi, oui, hein, mais qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont appelés en équipe nationale, parce qu'ils jouent dans de grands clubs, ils évoluent dans des clubs, mais ils ne sont pas titulaires. Ouais. Et ils n'ont même pas de temps de jeu. Voilà. Oui. Mais qui sont chaque fois appelés. Oui. Ça existe. Ça c'est, si vous voulez, c'est une possibilité dont on peut parler. Oui, c'est pour ça qu'on parle. Ce dont moi je parle d'abord, c'est ceux-là qui sont dans les grands clubs et qui sont titulaires, qui jouent dans les grands championnats, qui sont titulaires, qui ont le temps de jeu. Quelle attitude vous adoptez face à ces joueurs? C'est trop facile de se mettre à parler des joueurs qui ne jouent pas, mais est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils jouent? Même quand là encore, on les choisit et qu'on les classe, ça rouspète. Donc il y a lieu quand même de se pencher sur ces cas-là. Et moi je dis, on ne peut pas en vouloir aux sélectionneurs. Parce qu'il faut comprendre, un sélectionneur, c'est comme ça qu'il apprécie un joueur qui est dans un grand championnat, qui évolue dans le championnat d'Angleterre, qui est considéré actuellement comme le meilleur championnat au monde, qui est dans un grand club et qui est titulaire dans ce club-là, mais tout de suite, mettez-vous à la place de ces sélectionneurs, mais il coche le nom du joueur et il appelle. C'est ça d'abord qu'il faut comprendre. Maintenant, quand les joueurs ils viennent en sélection et qu'ils les voient à l'entraînement, quand ils les voient à l'entraînement, ils apprécient. Tout de suite, ils ne décident pas du fait que, bon, le joueur, il vient de Manchester ou bien il vient de Milan AC parce qu'il est titulaire, je la ligne d'emblée, non, mais ils regardent, comment on appelle, l'état de forme du groupe. Et après cela, après la forme du moment, il vient quand même le critère de l'équilibre du groupe. Parce que c'est important aussi. L'équilibre du groupe peut influencer les choix du sélectionneur. Qu'est-ce qu'il veut bâtir? Dans quel système il veut jouer? Quels sont les joueurs qui sont adaptés à ce système? Il y a des joueurs, par exemple, un joueur comme Wilfried Zaha, il n'arrive pas à jouer sur les pelouses bosselées. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Même s'il marque 40 buts dans le championnat d'Angleterre et que vous devez aller jouer dans un pays sur une pelouse pourrie, est-ce que vous le titularisez? Voici, par exemple, des choses qui peuvent influencer le choix d'un sélectionneur. C'est tous ces aspects-là que je suis en train d'évoquer. Il y a également le vécu du joueur. Vous n'allez pas, un joueur qui n'a même pas encore eu une sélection, et puis un autre qui a déjà 50 sélections, qui a joué des grandes compétitions, et convenez avec moi qu'ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc, il faut bien qu'on comprenne quand même le choix du sélectionneur à ce niveau-là. Et il y a aussi l'état d'esprit. Il y a aussi l'état d'esprit du joueur. Moi, je me souviens bien. C'est vrai, il refuse. Même quand je lui pose la question, il ne veut même pas en parler. Ibrahima Bakayoko, en 2002, qui a été écarté du groupe, personne ne veut en parler. Aussi bien les dirigeants que les joueurs. Personne ne veut. C'est eux seuls qui savent ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs, il y a des choses qu'on apprend ici et là. Mais moi, à plusieurs reprises, j'ai demandé à Ibrahima Bakayoko, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne veut pas en parler, il dit qu'on tourne la page. Mais je remarque que ce jour-là, la Côte d'Ivoire s'est privée d'un duo de luxe qui serait composé d'Ibrahima Bakayoko et de Didier Drogba qui ont joué ensemble à Marseille. On me dirait que Bakayoko faisait la diva. D'accord. Mais toujours est-il que le joueur a été écarté. Donc, ce que je veux dire, il y a plusieurs critères. Ce n'est pas seulement la forme du moment. Et donc, il faut comprendre le sélectionneur quand il fait les choix. Okay. On comprend le sélectionneur parfaitement. Et je ne parlerai pas particulièrement de Jean-Louis Gasset parce que lui vient d'arriver. Mais longtemps en Côte d'Ivoire, on a privilégié les joueurs qui jouent à l'extérieur. C'est vrai, dans les grands clubs. À tel point qu'on a oublié
que nos championnats existent. Or, l'ambition pour un footballeur, c'est de porter le maillot de l'équipe nationale. Voilà. C'est vrai, à la décharge de ces entraîneurs-là, ils avaient un groupe de joueurs, mais incroyable, c'était les académiciens. De 2002 jusqu'en 2015, par exemple, par là. On ne pouvait pas en vouloir aux entraîneurs. Mais quand tu es dans le championnat ivoirien, tu es un garçon comme Ousmane Ouattara, le capitaine du COS Sport de San Pedro, des plus beaux moments du COS Sport de San Pedro, puisqu'il a été finaliste en 2014. Tu as Assalé Roger, il n'était pas dans cette équipe nationale. Tu as, tout dernièrement à côté de nous, tu as le jeune Nguessan Serge, qui jouait à l'AFAD, qui a fait une CAN extraordinaire et un CHAN extraordinaire au Burundi. Tu as un garçon comme Jean Nguessan Jean, qui jouait au Racing Club d'Abidjan, qui est parti aujourd'hui en Europe. Tous ces garçons n'ont jamais eu la possibilité de montrer aux Ivoiriens ce dont ils sont capables avec l'équipe nationale. Et des joueurs comme ça, il y en a. Diagon Parfait, un bijou. Mais il a disparu de la circulation. Il est en Israël. Il est en Israël. Maccabi Netanya. Pendant qu'on cherche Il était le là. numéro 10 dans son style pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc oui, la question que vous avez posée, la renommée du club est un critère. Quand dans cette équipe nationale, tu as tous les mecs qui viennent d'Angleterre, de Belgique, de Bruxelles, même s'ils jouent en deuxième division, même s'ils jouent en troisième division, on l'appelle. Voilà, parce qu'ils jouent en Europe. Sauf les gardiens qui, à un degré moindre, prennent place dans cette équipe nationale. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont vu avec le cas Niaoua, donc ils n'osent même plus. Ils n'osent même plus. Voilà. Et c'est ça ma peine. C'est ça ma préoccupation. Donnez la chance aux jeunes. Donnez-leur la chance. Un match suffit pour qu'on sache tout de suite. Il y a des joueurs qui ont été sélectionnés. Ils ont fait 15 minutes dans un match. On les a sortis parce que, visiblement, ils ne pouvaient pas jouer. Voilà. J'espère que ça va changer. J'espère qu'on va cesser de minimiser nos championnats pour des garçons qui se battent, qui n'auront jamais de leur chance. J'espère que ça va changer. Alors, Kader Guirabougui. Moi, je suis d'accord pour faire la promotion des jeux du championnat. Moi, tant qu'ils ont le talent, tant qu'ils méritent d'être là, eh bien, Serge Nguessan, il a eu sa chance avec les éléphants. Il a joué avec les éléphants. Il a joué avec les éléphants sous Kamara Ibrahim, il était là, il était titulaire à un moment donné. Et après, il allait à Nancy, où il a quelque peu, voilà, il s'est quelque peu embrouillé par les résultats, par sa baisse de forme. Sinon, il a eu sa chance avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais après, que pouvez-vous faire? Certainement. Que pouvez-vous faire quand vous avez des joueurs qui jouent à un très haut niveau? Vous avez parlé d'une période de 2002 jusqu'en 2012. Mais vous avez, sur les 23 joueurs qui étaient sélectionnés pour les différentes phases finales de CAN, vous avez une quinzaine qui jouaient et la Ligue des Champions et la Coupe UEFA à l'époque, comme ça s'appelait. Mais comment vous voulez vous priver de ce genre de joueurs-là, de cette qualité de joueurs-là, des joueurs qui évoluent à un tel niveau? Et puis vous penchez. Je suis bien d'accord. Peut-être qu'il faut parler de quotas. Peut-être ça, c'est peut-être une décision qu'il faut prendre. Il faut y réfléchir peut-être, mais prendre une décision de faire un quota de joueurs locaux et puis des joueurs professionnels. Sinon, si c'est en termes de talent, de performance, il ne faut pas vous priver de joueurs qui jouent au Milan AC, qui jouent à Chelsea, qui jouent à Séville, qui jouent à Tottenham. Je t'interromps, Kader. Oui. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas si c'est de moi que vous parlez, mais je n'ai pas dit ça du tout. Non, ce que j'ai simplement dit que pour avoir une concurrence, pour amener la concurrence, pendant qu'on cherche les numéros 10, les numéros 8 des distributeurs de balles. Bon, après, ça, c'est un profil de joueur. Ça, c'est un profil de joueur. Après, c'est à l'entraîneur de voir. Est-ce qu'il veut jouer avec un numéro 10? Est-ce qu'il a je suis parfaitement d'accord. Voilà. Quand on convoque un garçon qui joue à Arsenal, qui est l'un des meilleurs, qui est titulaire, mais quand tu n'es pas titulaire dans ton équipe, que tu joues là, je suis d'accord avec vous. En Indonésie, parce que je ne sais pas quoi, on ne doit pas t'appeler. La règle, c'est que moi, comme Magloire l'a dit, vous pouvez évoluer dans un club UP qui joue la Ligue des Champions chaque année, mais c'est la performance que vous rendez chaque week-end. C'est ce qu'on regarde. C'est la performance que vous rendez chaque week-end qu'on regarde. Après, il y a des joueurs qui sont performants en club, mais qui le sont moins en sélection. On l'a vu. Il y a des joueurs qui étaient sans club et qui ont été performants en Coupe d'Afrique. C'est peut-être une exception, mais on l'a vu Gosso en 2012. Il a fini parmi les meilleurs, il était sans club. Il y a des joueurs qui sont moins reluisants avec leur club, mais quand ils viennent en sélection, mais qui sont transcendants.
qui jouent dans les championnats moins huppés, mais qui sont transcendants. La preuve, c'est Crespo. Crespo, quand il vient, il est transcendant en sélection. Donc, je veux dire, il n'y a pas de formule magique. Pour moi, un joueur, quand il arrive en sélection, il faut faire le distinguo entre ses performances qu'il fait en club et ses performances en sélection. Comme Magloire l'a dit, c'est l'entraînement, c'est le match qui va, c'est le terrain qui décide de qui mérite de jouer ou pas. C'est ça. Moi, ce que je veux dire, et je répète toujours, rien ne remplace la compétition. Quand vous avez la chance d'avoir des joueurs qui sont dans des clubs UP, mais il faut voir dans ce club UP quel est son temps de jeu. S'il y a 38 matchs de 38 journées, est-ce qu'il est titulaire aux 38 journées? Quand vous prenez le cas d'un homme comme Sébastien Haller, aujourd'hui, dans quelques heures, il va signer au Borussia Dortmund. Il fait partie des top 10 attaquants au monde. Pourquoi? L'année dernière, il a été meilleur buteur du championnat néerlandais avec 21 buts. Il a été parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec 11 buts. Et il est champion avec son pays, avec l'Ajax d'Amsterdam. Il est en passe de signer pour 35 millions d'euros avec le Borussia Dortmund. Ce sont des top clubs mondiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands ne badinent pas. Ils savent ce que celui-là peut lui apporter. Sadio Mané va signer au Bayern. Pendant 6 ans, regardez, la plupart des matchs avec Liverpool, un match sur 2, il est titulaire. Et des buts, il marque. Chez les Européens, on ne ment pas avec le truc. On ne met pas de l'argent sur quelqu'un qui n'est pas performant. Donc je crois que quand vous avez un joueur comme Sébastien Haller, il a eu la même trajectoire que Didier Drogba. Au début, il y a ce problème d'adaptation, mais il a connu une réputation avant de venir ici. On a comme l'impression que quand il y a ce genre de joueurs qui ont une réputation, quand ils viennent ici, on a comme l'impression qu'on les met les bâtons dans les roues. Mais ce n'est pas nous qui avons dit qu'ils sont performants. C'est en Europe, on a vu leur compétitivité. En club, en Ligue des Champions, ils marquent, on voit cela. Et aujourd'hui, il est sur le marché du transfert. Les Allemands ne sont pas fous, Dortmund, pour mettre autant d'argent sur un joueur comme ça. On comprend difficilement que chez nous, ici, on a des problèmes avec ce genre de joueur. Alors qu'aujourd'hui, il est convoité. Ils ont vendu Haaland, leur meilleur attaquant, Dortmund, pour prendre Sébastien Haller. Dortmund, c'est ce qu'il vaut. Mais quand on vient en sélection ici, on nous dit ah, il faut qu'il s'adapte à la sélection, il faut. Mais on voit en Europe, en regardant combien de joueurs ivoiriens jouent la Ligue des Champions. C'est la compétition la plus. Non, je veux dire, ce que je veux dire, un joueur qui est performant en club. Pardon. Non, attends. C'est toi qui as parlé de différence entre football européen et football africain. Ah oui, maintenant je continue. Je n'ai pas dit non. Je ne parle pas. Ne te contrarie pas. Je ne me contrarie jamais. Je dis que le football africain et le football européen n'est pas la même chose. Non, on va pas parce que, regardez, Aimé, il y a 17 nations africaines qui ont leur terrain non homologué. C'est dû à quoi? 17 nations africaines qui jouent à l'extérieur. Parce que leurs terrains ne sont pas homologués par la CAF. Ça, c'est déjà une plaie. 17 pays qui ne peuvent pas jouer. Non, on ne va pas revenir sur le débat d'avant. Deuxièmement, je dis, un joueur qui est performant, s'il est dans un club UP et qu'il est performant, qu'on voit ses statistiques, on doit l'appeler. Maintenant, il peut avoir un problème d'adaptation, certes. Mais je pense qu'on ne peut pas se priver d'un tel bijou qui est coté sur le plan du marché du football. Alors, voilà. on va rester dans ce schéma pour parler des entraîneurs, parce que si on laisse, ça ne sera pas juste. Équilibré. Alors, messieurs, si on évite de prendre les joueurs du championnat de Ligue 1 pour faire leur promotion, par exemple, dans l'équipe nationale, quelle est la place des entraîneurs locaux? Est-ce que ça ne les démotive pas aujourd'hui? Oui, mais nous-mêmes... Oui, Magloire Diop, c'est vous. Oui, si vous permettez. Pour ce qui est des sélectionneurs ivoiriens, ils ont les mêmes problèmes que les joueurs locaux. Mais, excusez-moi, mais les joueurs locaux, je ne suis plus leur défenseur. En tout cas, juste à ce qu'ils me démontrent le contraire et qu'ils m'en donnent les arguments. Parce que voici des joueurs qui m'ont découragé, qui m'ont déçu par leur incapacité à bien s'illustrer dans les éliminatoires et même les phases finales du CHAN. Et même sur la scène africaine. Mais ils n'ont pas le niveau. La plupart n'ont pas le niveau. Notre championnat n'a pas le niveau. Il faut qu'ils nous montrent. Voilà, il faut qu'ils le démontrent. Voilà. Parce que pourquoi on les appelle en sélection, il faut qu'ils nous montrent que vraiment ils ont le niveau et qu'ils sont capables de nous apporter quelque chose. Le championnat n'a pas le niveau. Alors quand on les sélectionne pour le CHAN, ils n'arrivent même pas à se qualifier. On s'est fait éliminer par le Niger. Mais c'était honteux ce qui s'est passé il y a, je crois, 2 ans. Des joueurs qui étaient incapables d'éliminer le Niger.
Et ceux-là, vous voulez que moi je les défende ici? Je ne les défendrai pas. Je ne les défendrai pas. Pour que je les défende, il faut que d'abord ils arrivent. Quand ils seront sélectionnés, il faut que d'abord ils arrivent à qualifier le pays pour le CHAN et qu'au moins qu'ils nous ramènent une médaille comme cela a été fait en 2016. Dès cet instant, on peut les défendre comme on a eu à défendre les Yao Nguessan Serge et autres pour qu'ils puissent venir en sélection. Ça, c'est mon point de vue pour ce qui est des locaux. Vous ne me verrez pas défendre un local, un joueur local, parce que simplement, il joue dans le championnat ivoirien. Non, qu'il s'illustre d'abord au niveau des compétitions africaines en ce moment, je le défendais. Maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose pour les sélectionneurs, les entraîneurs ivoiriens. Bon, moi, je les mets dans le même lot, hein, c'est-à-dire des entraîneurs qui ont la nationalité ivoirienne. Et moi, je pense que c'est à ceux-là qu'il faut accorder la priorité pour ce qui est de notre sélection. Pour moi, il ne faut même plus qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas ivoirien à la tête de notre sélection nationale parce que nous avons les compétences. Maintenant, il se trouve que nous avons des entraîneurs ivoiriens qui ont fait leurs preuves. Parce qu'il ne suffit pas de le prendre parce qu'il est ivoirien. Quand on prend Ibrahim Kamara pour venir à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais c'était loin d'être un passe-droit, il le méritait amplement. Ils sont combien les entraîneurs ivoiriens qui ont un palmarès? Ils sont combien les entraîneurs ivoiriens qui ont remporté des trophées sur la scène africaine, qui ont remporté des trophées internationaux? Il faut avoir du respect pour M. Kamara. Lui, au moins, il a remporté une CAN. Cadette. Ils sont combien? Ils sont combien? Donc, c'est ça, c'est important. Et lui, quand il a remporté la CAN, il a été adjoint en équipe nationale. Et après, c'était tout à fait normal qu'il devienne sélectionneur A. Voici le cas de Aïdara Choualio, qui a pratiquement suivi le même processus. À la différence que lui, contrairement à Kamara, il n'a pas encore gagné de trophées. Mais il a fait ses armes dans les équipes de jeunes et il a réussi à obtenir une médaille avec la Côte d'Ivoire à la CAN U23, comme on appelle, en Égypte. Il faut avoir du respect pour ces messieurs. Alors, quand on demande à ce que ces entraîneurs-là soient promus à la tête de la sélection nationale, mais ce n'est pas parce que simplement on aime leurs beaux yeux. Non, c'est parce que c'est des entraîneurs qui ont fait leurs preuves. Et donc, un entraîneur, par exemple, comme Rigo Gervais, qui a réussi à mener le CEW en finale de la Coupe de la Confédération. En 2014. Cet entraîneur-là, c'est vrai, on lui a déjà donné sa chance. Mais je pense qu'il fait partie de ces techniciens-là dont on peut véritablement faire la promotion. Maintenant, comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas être sélectionneur titulaire. Il y a les sélectionneurs titulaires, il y a des adjoints, il y a des préparateurs physiques, il y a des assistants vidéo et nous avons des compétences au niveau des Ivoiriens pour cela. Et donc, il faut mettre les Ivoiriens à ces postes. On va permettre à Tchitché c'est mon point de vue. De donner son avis également. Oui, alors le problème qui se pose avec les entraîneurs locaux, moi j'ai eu à échanger avec Yo Martial, mais dans un entretien où ce grand homme m'a livré un cri de cœur, où il disait qu'il était en équipe nationale, mais son salaire n'avait jamais changé. Et ça, c'est un gros problème pour nous sélectionneurs. Si les sélectionneurs locaux sont mis dans les mêmes conditions que les sélectionneurs expatriés, vous allez voir déjà avec les mêmes maigres moyens qu'ils ont, ce qu'ils donnent comme résultat. Vous allez voir qu'entre les footballeurs, nos enfants qui sont à l'extérieur, qui viennent, qui sont convoqués, qui viennent, entre eux et nos sélectionneurs locaux, il y aura un respect. Mais c'est parce que, justement, nos sélectionneurs locaux n'ont pas les mêmes émoluments que les expatriés. Et ça fait une grosse différence. Voilà. Je vous ai pris le cas de Yo Martial à dessein. Malgré les maigres moyens, il a remporté la CAN. Avec lui, on peut citer Choualio Aïdara. Choualio Aïdara, qui a une carte de visite assez impressionnante. Magoula parlait de ceux qui ont remporté les trucs, parce que... il nous a toujours donné l'exemple de Cissé Aliou. Cissé Aliou, il a gagné quoi avant de venir en équipe nationale, à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? Rien.
Les Sénégalais l'ont aidé. C'est comme ça qu'il faut aider nos sélectionneurs. C'est comme ça qu'il faut aider nos sélectionneurs. Moi, je suis choqué de voir que dans le staff de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a un gamin de 24 ans qui s'appelle Florian Printemps. Ghislain. Pardon. Non. Il s'appelle Florian Printemps, c'est le fils de Ghislain. C'est ça. C'est le fils de Ghislain Printemps. Il est analyste vidéo. Il est analyste vidéo. Il a 24 ans. La valeur n'attend pas le nombre des années. Mais ici, ce n'est pas un regroupement familial. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas un regroupement familial. On pourrait prendre l'analyse vidéo. Non, mais ce n'est pas question seulement de regroupement familial. Le problème, c'est qu'il a été dans les sélectionneurs, dans les équipes de jeunes à Montpellier, et c'est de là-bas directement qu'on l'a pris pour l'envoyer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous stagiaire à Las Fabrèges. Qu'il soit le fils du père. Là n'est pas trop le problème. Mais qu'on l'enlève comme ça dans une équipe amateur pour l'envoyer comme analyse vidéo directement à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, si c'est ça, moi je préfère un Ivoirien. Je préfère un Ivoirien, puisqu'il y en a. Il y en a qui sont là. Après, sur la compétence des Ivoiriens, je veux dire, en la matière, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, je vais citer l'entraîneur du Racing, Vassili Diabaté, oui, qui était un formidable travailleur, un formidable formateur, qui a formé Wilfried Canon, Seri Jean-Michel et plein d'autres, qui aujourd'hui évoluent à un niveau supérieur. Donc, en termes de formation, en termes de qualité, ben, la Côte d'Ivoire dispose d'entraîneurs, de techniciens. On parlait de Rigo Gervais, qui a fait un formidable travail, qui est revenu au Stella, qui est en train d'abattre également un magnifique travail. Donc, avec lui, vous avez des entraîneurs comme ça, qui font du très bon boulot, mais qui attendent aussi cette récompense-là, avec les équipes de jeunes. Avec les équipes de jeunes. Mais après, comme Magloire l'a dit, il faut que certains qui sont là puissent justifier le fait qu'ils soient à la tête des sélections de jeunes, que ce soit les cadets, que ce soit les juniors. Parce que je rappelle que depuis que Camara est parti, on ne s'est plus qualifié pour ces compétitions-là. On ne s'est plus qualifié pour ces compétitions-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait derrière un vrai projet. Celui qui a amené de 2012, la génération de 2012, à aujourd'hui, les Franck Kessié, les Djibo Maïga. C'était un vrai projet. Et ce projet-là, il est où aujourd'hui? Où sont nos compétitions de jeunes? Et c'est lui qui a passé la main à Idara Choualio. Absolument. Voilà autant de problèmes qu'il faut pouvoir... Voilà. Oui, écoutez, je voulais juste dire, quand vous prenez un garçon comme Dao Lassina, il est sélectionné aujourd'hui des jeunes. U20. Il était à Boisflé, au CO Boisflé, une équipe qui était en 3e division. Il a réussi, avec son équipe, à venir jouer la finale de la Coupe nationale. Il a montré qu'il avait les qualités. Justement. Aujourd'hui, il est toujours à la tête d'une des sélections, mais est-ce qu'il travaille avec les moyens? Est-ce qu'il a la possibilité, quand il y a une compétition... Il travaille avec le cœur. Il travaille avec le cœur, l'amour du patrie. C'est justement ça qui... Rien que ça. Fait qu'il avance. Est-ce qu'il dispose des mêmes moyens pour amener ces garçons en stage, fermé ou extérieur, pour avoir des résultats? Non, il n'a pas les moyens. Non, mais quelquefois, bon, ça, tout ça aussi... Attends, moi, oui, allez-y, Serge. Ce que je veux dire aussi, c'est simple. Il y a 2 éléments clés qui défraient la chronique actuellement. La sélection U20 de Dao a été éliminée au Niger. Il n'y a pas longtemps au tournoi IFOAB. La sélection U17 avec Guamene Maxime a été éliminée par le Nigeria. Ça veut dire quoi? Depuis 2012, comme il a dit, depuis 2013, où Camara, avec le projet Sidi Diallo, avait initié pour permettre une sélection de jeunes, depuis la Côte d'Ivoire a chuté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par manque de championnat de jeunes, aujourd'hui, on est supplanté par le Burkina qui nous a battus au premier match à Cape Coast. On est supplanté par le Nigeria parce qu'en U17, en U20, on n'a pas de compétition. On a pris un certain nombre de joueurs de centres de formation pour aller jouer au Ghana une CAN cadette, une compétition pour la qualification de la CAN cadette. Parce qu'on n'a pas de compétition de jeunes. Donc vous pouvez avoir le bel entraîneur, malgré son courage, s'il n'y a pas de compétition en championnat avec des levées de rideaux, U17 Africa contre U17 Stade, on ne va pas avoir de sélection performante. Parce que toute la relève, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, quand vous regardez les clubs que nous avons, si ce n'est pas les centres de formation, et ces centres de formation, quel championnat pratiquent-ils? Aujourd'hui,
on n'a plus de joueurs compétitifs en U17, U20. On ne peut pas rivaliser avec le Mali, on ne peut pas rivaliser avec le Burkina parce que... On a les joueurs. Non, attendez. On a les joueurs. Attendez. On a les joueurs, mais ils ne sont pas en compétition. Tu as beau avoir le talent. Si tu n'es pas en compétition, si une saison régulière, tu n'as pas de championnat, tu ne peux pas rivaliser avec le Ghana, avec le Nigeria. On a les joueurs et je vais vous dire comment il faut faire pour gagner. Dire, aujourd'hui, le constat est clair. On ne sera pas à la CAN U20, on ne sera pas à la CAN U17 parce qu'on a été éliminé. Ça, c'est la réalité. Maintenant, que faut-il faire pour remédier à cela? C'est là où il y a la nécessité d'avoir ce championnat du jeu. Mais Sébastien... Oui, ça, c'est les résultats actuels. On vient d'être éliminé. Maintenant, quand vous parlez des entraîneurs locaux, il faut leur donner les moyens aussi. Mais eux aussi, même quand vous êtes au chômage, essayez de monnayer vos talents à l'extérieur. À un moment donné, Aka Kwame était parti au Burkina, et Rigo Gervais a tenté à Conakry. Attendez, je veux dire non. Attends, un entraîneur, c'est un métier. Quand vous êtes entraîneur, Sébastien, c'est un métier. Vous devez monnayer votre talent, vous devez monnayer votre expertise. Si vous n'êtes pas en local, l'une des prophètes ce soir, regardez Florent Ibenge. Florent Ibenge, aujourd'hui, qui était entraîneur du Vita Club, est parti... Non, laisse-moi finir de parler. Il est parti monnayer son talent à Berkane, il a gagné la Coupe de la Confédération. S'il y a des entraîneurs qui sont là, qui ne sont pas utilisés par l'organe fédéral, mais diantre, ils ont le diplôme, ils peuvent monnayer leur talent, ils peuvent aller à l'extérieur. Parce que l'expérience extérieure t'amène à avoir une autre expérience de vie. Alors vous tirez votre conclusion. Voilà, je dis que localement, on a des qualités. Aïdara Choualio l'a montré au Japon, d'une préparation chaoteuse de Yopougon. Il va en quart de finale éliminé in extremis par l'Espagne. On a vu Kouadio Georges à l'époque avec les tournois UEMOA qui a remporté des choses. Mais je veux dire, comme nos joueurs, nos entraîneurs locaux, on ne les met pas souvent dans les conditions idoines, comme on le fait avec les expatriés. Quand on nomme un entraîneur local, donnons-lui les moyens, comme les expatriés, de pouvoir s'exprimer. Là, vous verrez, on lui donne un objectif précis, une fiche de route, et s'il n'atteint pas cet objectif, vous le limogez. Moi, je pense que c'est ça. D'accord. Tchétché, vous avez levé la main? Oui. Alors, allez-y, et puis en même temps, vous tirez votre conclusion. Oui, pour les entraîneurs locaux. Serge parlait du tournoi qui se joue en ce moment à Accra. Comment ces garçons sont partis? Comment se sont préparés? Voilà. Comment ils ont été sélectionnés? Il n'y a pas de championnat. Parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais une sélection se fait sur le territoire national. Avec des compétitions. On ne peut pas prendre des joueurs, des enfants qui sont dans un centre de formation pour aller représenter un pays. Ce n'est pas possible. On aurait pris les académiciens de la SEC en 2013 là-bas, personne n'allait crier au loup. Mais là, on prend les enfants d'un centre de formation à Abidjan et on dit que ça va représenter la Côte d'Ivoire. Mais c'est impensable. On s'attend à quoi? C'est impensable, on ne peut pas avoir de résultats. Nos sélectionneurs ont la même formation que ceux qui viennent d'Europe. Seulement, on ne donne pas les moyens à nos entraîneurs locaux. D'accord. Ouais. Allez-y, M. Kader Guilavogui. Non, mais je veux dire, on sait tous les raisons qui ont conduit aux différents échecs, que ce soit pour les cadets ou les juniors. L'absence de compétition, tout simplement. L'absence de compétition. Voilà. Surtout pour les cadets. Vous ne pouvez pas prétendre gagner un tournoi sans avoir de compétition. La preuve, on l'a vu, autour de la 60e minute, cette équipe-là commence à péricliter. On l'a vu, ça c'est le manque de rythme, le manque de compétition, donc il va falloir remédier à tout ça, mais il va falloir derrière un vrai projet qui est plus global, non pas seulement pour les compétitions, mais pour la formation des formateurs, la formation des cadres. Il va falloir aujourd'hui discuter avec les clubs pour que ces clubs-là aient des équipes de jeunes. C'est tout ça. Et favoriser ce tournoi-là, cette fameuse compétition-là qui va permettre à ces joueurs-là de se juger. Parce qu'un entraîneur ne peut juger la forme de ses joueurs qu'à travers la compétition. D'accord. L'entraînement, ça ne suffit pas. Voilà. Magoula Diop. Oui, Sébastien, le travail se fait sur la durée. Bien sûr. Le travail se fait sur la durée. En 2017, à la francophonie, l'équipe ivoirienne qui a été finaliste, elle était coachée par Aïdara Choualio. 2 ans plus tard, il conduit les U23 sur la base de cette équipe junior qu'il a eue, avec laquelle il a été éliminé pour les qualifications pour la CAN. Mais le travail a continué et il nous a rapporté une médaille d'argent du Caire. Dao Lassina, pour revenir à Dao Lassina, voici quelqu'un qui était à la tête d'un projet. Mais c'est un projet de la direction technique nationale. Mais cette direction technique nationale, elle a été démantelée par le comité de normalisation. Complètement disloquée. Tous ceux qui étaient là-bas, qui faisaient la détection, ont été renvoyés. C'est ça. Parce que les joueurs ne viennent pas comme ça. Il y a des gens qui supervisent, qui tournent, comme on appelle, en Côte d'Ivoire, et qui font la détection. Et puis après, on fait la sélection nationale.
Mais tous ces gars-là, ils ont été tous renvoyés de la DTN. On n'en parle pas. Mais il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de génération spontanée. Voici le vrai problème que nous avons. Il faut laisser les entraîneurs travailler et, comme on appelle au sein de la direction technique nationale, dérouler les plans d'action. Dao Lassina a commencé un travail avec les U17. Il a remporté cette même compétition de l'UFOA il y a, je crois, 2 ans. Il a remporté cette compétition-là de l'UFOA. Lui, au moins, il a gagné quelque chose. Donc, ceux qui gagnent quelque chose, là, il faut les récompenser. On s'en va prendre des gens qui n'ont rien gagné, qui n'ont fait aucune preuve. Et c'est ceux-là qu'on met au devant. C'est ça que moi, je dénonce, Sébastien. Donc, il faut faire la promotion de ces entraîneurs-là qui font leurs preuves chez les jeunes. Et c'est ceux-là qu'il faut envoyer en A. Parce qu'ils ont l'âme de l'équipe nationale. Je pense que nous avons les compétences, Sébastien, pour ce qui est des entraîneurs ivoiriens, les entraîneurs locaux. Maintenant, pour les joueurs, qu'ils fassent d'abord leurs preuves au CHAN, pour les joueurs locaux. Qu'ils fassent d'abord leurs preuves au CHAN. Quand ils vont gagner le CHAN, je vais plaider pour eux, pour qu'ils puissent venir en sélection A. Parce que non, pour le moment, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Vous voyez, Konaté Karim, on l'a pris, c'est bien. Pour le... comment on appelle c'est une valeur. Il faut reconnaître, l'enfant, il a du talent. Il signe à Salzbourg, et là, on va le balancer en deuxième division. Il va disparaître de nos radars. Il y a plein de joueurs qui ont disparu comme ça de nos radars. Les Goïbi Syriac, ils ont disparu de nos radars. Aujourd'hui, un joueur comme Bayo Vakoun, on n'arrive même pas à l'appeler en sélection nationale parce qu'il se perd dans des équipes anonymes. Merci en tout cas à vous, Magloire Diop. Merci également à vous, Tchétchémé. Je vous en prie. Merci, Kader Guilavogui, Serge Dakouri. Il n'y a pas eu de conflit. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de conflit aujourd'hui. Chacun a eu droit donc, à un temps de parole et ça a été respecté. Okay. Merci. Je vois que vous êtes devenu sage. Et c'est sur donc, cette sagesse que nous allons nous quitter, tout en disant merci à tous ceux qui nous ont aidés à réussir donc, cette émission. Ben Boka, Séraphin et ses techniciens. Merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.